Yo, avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite annonce. Le 2 septembre sortira la deuxième saison de Contrechamp. Contrechamp, c'est quoi? C'est mon podcast cinéma dans lequel je reçois à chaque fois un ou une invitée pour aborder son meilleur souvenir de cinéma. C'est dispo sur toutes les plateformes de podcast et le premier épisode de la saison 2, ça sera avec Maxime, on parlera des Demoiselles de Rochefort, ça sera le 2 septembre. Ok, la promo c'est fait, on peut commencer. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait un bon film? Une bonne histoire? Une jolie réalisation? Une photographie un petit peu originale? De bons comédiens? Finalement, c'est un petit peu tout ça à la fois, et en même temps, pas du tout. Je vais m'expliquer. Quand on cherche dans nos souvenirs ou dans notre cinéphilie, on a tous ce film qui, objectivement, n'est pas bon. L'histoire, elle est pas folle, le film est pas très beau, les comédiens jouent pas forcément tous très bien, la réalisation n'a rien d'original. Pourtant, pour nous, c'est un bon film. Et ça peut être pour plusieurs raisons. On a grandi avec, on l'a découvert à un moment donné où c'était important pour nous. Ça peut être un film tellement mauvais qu'on a vu encore et encore et maintenant on sort les références à tout bout de champ avec ses potes. Vous avez forcément un film comme ça en tête. C'est le genre de film où quand on vous en parle, vous êtes genre moi j'aime bien, franchement ça passe. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment on sait qu'un film est jugé mauvais? Comment on sait quelle réputation il a, à part en parlant avec les gens autour de nous? Pour ça il y a différents outils à notre disposition. Vous les connaissez peut-être, vous les utilisez peut-être aussi. À tous les sites qui nous permettent de noter, de critiquer les films. TV Showtime, Letterboxd, IMDb, Sens Critique, j'en passe. D'ailleurs on a tous un compte Letterboxd sur Pictural, donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description. On peut aussi se fier à nos amis les journalistes. Comme vous le savez peut-être, il y a plein de gens qui sont chargés pour leur travail de voir les films en amont et d'en sortir un avis plus ou moins objectif sur les réseaux sociaux, sur internet ou dans la presse. Ce genre de format ça se fait aussi sur YouTube, mais bon là je vous apprends rien. Donc si on se base sur les sites qui nous permettent de critiquer et de noter les films et sur les critiques ciné, on peut se faire une idée approximative de la réputation ou de la qualité d'un film. Le problème c'est que ces facteurs-là se basent sur l'avis de personnes comme vous et moi, des hommes et des femmes aux croyances, aux convictions et aux origines diverses. Donc leur avis est multiple, par définition. Et ça serait un peu naïf de penser que leur avis il est 100% objectif à chaque fois. Il y a un autre élément qui peut nous aider à quantifier la qualité d'un film, ça serait plutôt sa popularité pour le coup, c'est son succès commercial. C'est-à-dire combien ce film a rapporté d'argent. Le cinéma, c'est un art, c'est le 7e art, voilà, là je vous apprends rien. Mais dans notre société, le cinéma est soumis à un modèle économique. C'est donc à la fois un art et une industrie. En gros, les studios injectent de l'argent dans un film pour que celui-ci soit de la meilleure qualité possible et donc faire venir le plus de monde possible en salle pour que le film rapporte le plus d'argent. Grossièrement, c'est ça. On peut donc potentiellement se baser là-dessus pour mesurer le succès d'un film. Mais tout ça, finalement, c'est quand même relié à ce qu'on disait précédemment. Parce que si un film ne fait pas parler de lui, ou en tout cas pas en bien, y a pas beaucoup de gens qui vont le voir. Et du coup, il rapporte pas d'argent. Tout ça pour vous dire que j'ai eu envie de faire un truc. Je me suis intéressé à ces questions économiques, à ces avis critiques, comment on ressent un film, comment on juge un film. Et j'ai eu envie de me frotter aux soi-disant pire film de l'histoire, en reprenant justement les critères du public, donc son succès critique et son succès commercial. On les met ensemble, on obtient un film. Laissez-moi vous parler de L'île aux pirates de Renny Harlin, ou Cutthroat Island en version originale avec mon accent anglais. Ce film est donc réalisé par Renny Harlin, comme je viens de le dire, et c'est un réalisateur qui avait déjà fait quelques films avant, notamment Cliffhanger avec Stallone, voilà. Stallone qui fait de l'escalade. Si on en croit les avis que j'ai pu trouver un petit peu partout sur internet et surtout son succès commercial, on a affaire là à un des pires films d'Hollywood. Mais vous me connaissez, si je suis là, c'est pas juste pour vous dire que le film a de mauvaises critiques. On va un petit peu reprendre toute cette histoire. Vers la fin des années 90, le réalisateur Renny Harlin imagine une histoire de pirate avec une femme dans le rôle principal. À ce moment-là, il se tourne vers Mario Kassar, qui est un des cofondateurs de Carolco Pictures. C'est une société de production à qui on devait notamment Total Recall, les 3 premiers Rambo, Terminator 2 il me semble, enfin bref, plusieurs films qui ont eu un succès plus ou moins conséquent. Il faut savoir qu'à ce moment-là de l'histoire, la société Carolco, elle mise tout sur ce projet, elle espère vraiment que celui-ci va ramener de l'argent dans les caisses parce que c'est un petit peu la galère en ce moment. Pour vous dire, le studio mise tellement sur ce projet qu'il suspend la production de Crusade, un film avec Schwarzenegger, voilà, qui leur avait pourtant coûté déjà plusieurs millions de dollars. À ce moment-là, le réalisateur Renny Harlin est marié avec la comédienne Geena Davis, qu'on a vu auparavant dans le film Thelma et Louise, et bien plus tard dans les films Stuart Little. Voilà. Chacun ses références, ok ? Il propose donc à la production que ça soit Geena Davis, donc sa femme, qui occupe le rôle principal dans ce film. Le second rôle, celui de William Shaw, lui est proposé à Michael Douglas. Et Michael Douglas, il va accepter, mais à seulement 2 conditions. La première condition, il demande à ce que le tournage commence tout de suite. Parce qu'en gros, il dit qu'il pourra peut-être pas se rendre dispo si le tournage il vient à trop tarder. Ce qui n'est pas surprenant, en soi. À Hollywood, c'est courant que les acteurs aménagent leur planning selon les projets, selon les demandes. La deuxième condition, elle est plus surprenante, parce que du coup, il réclame que son personnage ait le même temps d'écran que celui de Geena Davis. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ils ont déjà bien entamé la pré-production, donc la construction des décors, les répétitions, les préparations, enfin bref, tout un tas de trucs qui prendraient beaucoup trop de temps à changer au vu de ces réécritures-là.
Et ça coûterait aussi bien trop cher. Du coup, il se trouve qu'il n'y a aucun compromis qui est trouvé entre Carolco et Michael Douglas, et celui-ci, il quitte juste le projet. Voilà, il dit au revoir et il s'en va. On a donc Renny Harlin et Carolco Pictures qui se retrouvent un peu embêtés parce qu'ils n'ont plus leur second rôle, ce qui est quand même un peu embêtant. Et ils vont se mettre à contacter absolument tout Hollywood pour trouver un remplaçant. Et parmi les quelques acteurs qui refusent le rôle, on retrouve Michael Keaton, Jeff Bridges, Russell Crowe, Liam Neeson ou Tom Cruise. Enfin bref, ils ont fait littéralement tout Hollywood, ils ont proposé à tous les comédiens qui étaient un petit peu en vogue à cette époque. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui était dispo, ou qui avait envie de le faire, au choix. Finalement, c'est Matthew Modine qui décroche le rôle. Voilà, Matthew Modine, c'est lui. Vous le connaissez parce qu'il jouait Dr. Brenner dans Stranger Things. Voilà. Et il sera bientôt dans Oppenheimer, le prochain Nolan. Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la production, elle a continué. Ils ont construit des décors, donc ils doivent un petit peu changer certaines choses. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Carolco, ils sont déjà en train de froncer les sourcils, on va dire. Le réalisateur, à ce moment-là, il est aussi un petit peu coincé, parce que Carolco, donc la société de production, lui avait versé la moitié de son salaire avant même que le tournage ne commence. Ce qui le forçait à finir le film quoi qu'il arrive. De même pour Geena Davis, ce qui fait qu'aucun des deux ne pouvait quitter le navire. Navire, bateau, on est sur les pirates, vous avez compris. Le film se tourne d'octobre 94 à avril 95 et il aura le droit lui aussi à son lot de péripéties, entre quelques accidents, des délais un petit peu compliqués, c'est un peu la galère. Le film sortira donc en France le 14 février 1996 et il recevra un accueil, on va dire, mitigé, pour pas être trop méchant. La presse et le public, comme je vous l'ai dit, ils sont loin d'être tendres avec le film et c'est donc l'inverse d'un succès. Un échec. Au total, c'est quand même plus de 98 millions de dollars qui sont investis dans la production du film et il finira par rapporter à peine 11 millions de dollars. Voilà. Ce qui en fait quand même l'un des plus gros échecs commerciaux du cinéma moderne. C'est un échec, c'est un fiasco, genre en tout point c'est raté. Financièrement, je précise. Pour vous dire, c'est tellement un échec que Carolco Pictures, donc ceux qui produisent le film, ils font faillite, tout bonnement, ils disparaissent. Quand on y pense, ce film c'est quand même un sacré fiasco parce que du coup, on a des problèmes de casting. On a des retards sur la production, des changements de décor, de la réécriture, des accidents sur le tournage. Tout ça pour au final que le film marche pas. Disons qu'avec tout ça et ce qu'on disait du film, j'avais pas vraiment envie de le voir. Je m'étais laissé convaincre que c'était nul et puis voilà, c'est tout. Mais j'ai quand même mis mes a priori de côté et je me suis laissé tenter. Je voulais voir ce que ça donnait. Puis un petit nanar de temps en temps, ça fait pas de mal. Pour vous raconter un petit peu le film quand même, on nous raconte l'histoire de Morgan Adams, qui est donc incarnée par Geena Davis. Au début du film, elle va tenter de sauver son père des griffes de son oncle, Doug. Doug, ça s'écrit comme ça. Prononcez comme vous voulez. Le père meurt, c'est pas un spoil, c'est le début, et il laisse à sa fille une carte qui lui permettra de retrouver le trésor de son père, donc du grand-père de Morgan. Petit détail intéressant, la carte qu'il lui laisse, c'est littéralement tatoué sur son crâne, donc c'est la peau de son crâne qu'il lui remet. Voilà, c'est assez particulier dès le début du film, tu fais ah d'accord, ok, pourquoi pas. Seul souci, c'est que ce morceau de la carte, il est écrit en latin. Voilà. Et à l'époque, il y a très peu de gens qui parlent le latin. Et en l'occurrence, à l'endroit où il se trouve, il n'y a qu'une seule personne. C'est William Shaw, donc notre Matthew Modine. Ils vont donc se mettre à la recherche de William Shaw pour traduire la carte et retrouver le trésor. Tout ça en essayant d'échapper au méchant tonton qui veut aussi le trésor. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, c'est super intéressant, le film est trop bien. Bon, si on met de côté le fait que le film il a assez mal vieilli parce que c'est un film qui date des années 90, enfin si on compare avec ce qu'on a aujourd'hui, forcément, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Mais globalement, je trouve ça encore bon. Enfin, franchement, on a droit à un excellent film d'aventure, de pirate, avec tout ce que ça implique. L'histoire qu'on nous propose, elle est intéressante, les personnages, ils sont attachants, la musique, elle est géniale. Alors, écoutez juste la musique. On a droit à des jolies scènes de combat d'épée, enfin, ils ont construit les décors pour de vrai, donc ça rend quand même assez bien. Il y a des scènes de canonnade assez impressionnantes, enfin franchement, c'est un film qui respire les années 90 avec tout ce qu'on aime. Ce film, je vous le rappelle, il intervient au milieu des années 90, donc ça a forcément inspiré tout ce qui s'est fait par la suite, et notamment Pirates des Caraïbes. Et si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, je vois pas comment vous pouvez ne pas aimer celui-là. Alors oui, après il faut être indulgent, le film il a des défauts, enfin je veux dire... Si on regarde le scénario, parfois il y a des trucs, c'est plus des ficelles scénaristiques, c'est carrément des cordes. Mais à mes yeux, ce film, ça reste un très bon divertissement. Et il coche toutes les cases du film doudou qu'on regarde le dimanche avant de dormir. Ça me fait penser que j'aimerais bien faire une vidéo sur les films doudou. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo finalement elle sert qu'à enfoncer des portes ouvertes. Parce que ce que je tiens à vous dire, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre sur un film, tout ce qu'on peut lire sur un film, tout ce qu'on peut vous dire sur un film, ça vaudra rien finalement. Les critiques dans la presse, les résultats au box-office ou l'avis de votre pote qui l'a vu la veille, tout ce qui compte c'est ce que vous allez en penser. Intéressez-vous, prenez la peine de regarder, quitte à être déçu. Oui, c'est le risque. Voilà. Des fois on va au cinéma, on attend un film et on est aussi déçu. Vous avez tous vu Thor 4. J'arrête avec Thor 4, ça devient de l'acharnement. Enfin bref, le seul avis qui compte réellement, c'est le vôtre. Et du coup, ce film qui, sur le papier, on peut le dire, il a tout pour être considéré comme l'un des pires films d'Hollywood, pour moi, ça reste un très bon divertissement, et je le recommande à tous ceux qui ont aimé Pirates des Caraïbes. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et que je vous ai donné envie de découvrir un film, et que je vous ai donné envie surtout de vous intéresser à des films. Je sais que mon message, il est peut-être un petit peu bateau, et que vous êtes en mode, oui, on sait, frère.
Mais j'avais envie de vous parler de ce film. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si le film vous a plu d'ailleurs, si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu. Je suis chaud à en parler avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, on prépare des trucs. Il y a des vidéos de voyage qui vont arriver dans pas longtemps. Il y a aussi du Gorniki qui va arriver, pas Gorniki lui-même mais un petit trailer pour vous donner envie pour vous faire patienter tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas Gorniki, c'est notre projet interactif. En tout cas, moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!